Bonjour à tous, je suis Yega Kafsian, entraîneur d'échecs, et aujourd'hui je vais vous présenter une partie classique qui va nous permettre de comprendre comment exploiter les erreurs faites dans l'ouverture. Cette partie a opposé l'américain Paul Morphy avec les blancs à l'allemand Daniel Harrwitz. Alors avant de commencer cette partie, je vais vous dire un petit mot sur les deux joueurs, en commençant par Paul Morphy. Eh bien, Paul Morphy, c'était donc un joueur américain, c'était un joueur de génie, qui a joué énormément de parties très spectaculaires, il avait un sens tactique incroyable et une compréhension du jeu très développée pour l'époque. Et donc, à l'âge de 20 ans, en 1857, il gagne le Congrès américain et donc devient champion des États-Unis. Et après ça, il décide en 1858 d'entreprendre une tournée en Europe pour affronter tous les meilleurs joueurs du monde. Et c'est au terme de cette tournée qu'il est considéré comme le meilleur joueur du monde de l'époque. Il est considéré comme le meilleur joueur du monde, il n'est pas champion du monde, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de fédération qui organise de matchs pour le titre de champion du monde, et donc ce titre n'existe pas. Et donc c'est dans le cadre de cette tournée qu'il rencontre à Paris Daniel Harrwitz, le joueur allemand. Alors j'ai très peu d'informations sur ce joueur, je sais juste que c'était un joueur spécialiste des parties à l'aveugle. On va donc pouvoir se lancer dans la partie. Morphy a ouvert par E4, Harrwitz a joué E5, les deux joueurs prennent le centre avec leurs pions. Les blancs ont joué cavalier F3 pour se développer en attaquant le pion E5, et Harrwitz a choisi de jouer la défense Philidor pour défendre son pion E5. C'est une défense qui était très à la mode à l'époque, mais beaucoup moins de nos jours car elle est assez passive. Alors elle est assez passive déjà parce que ça enferme le fou F8 à l'intérieur de la chaîne de pions. Le fou ne pourra plus se développer correctement, il sera obligé d'aller sur la case E7 où il sera relativement passif. Si on compare le coup D6 au coup plus classique cavalier C6 qui défend le pion E5 lui aussi, le cavalier C6 déjà développe une pièce, il offre un meilleur contrôle du centre et permet au fou de se développer en dehors de la chaîne de pions. Donc après cavalier F3, il y a eu D6, et Morphy a tout de suite profité du fait que son adversaire ne vienne pas bien contrôler le centre, en gagnant le centre par D4. Donc D4 crée également une menace sur le pion E5, les noirs ont pris en D4. Ici, le coup le plus classique, c'est cavalier prend D4, mais Morphy a voulu, fidèle à son style, accélérer son développement avec dame prend D4. C'est déjà un moment important de l'ouverture, puisque aux échecs, on nous apprend qu'il ne faut pas développer la dame trop tôt. Il ne faut pas développer la dame trop tôt car notre adversaire pourrait se développer en gagnant du temps dessus. C'est ce que Harrwitz a cherché à faire ici. Il a joué cavalier C6, sort son cavalier et attaque la dame. Si les blancs avaient été obligés de jouer un coup comme dame D1, eh bien le coup dame prend D4 de tout à l'heure aurait été une grosse faute puisqu'on aurait été obligé de ramener la dame sur sa case de départ. On aurait joué donc deux coups pour rien. Et après cavalier F6, ce sont les noirs qui prennent l'initiative, qui ont un avantage de développement puisqu'ils ont deux cavaliers de sortie contre un seul. Mais l'idée de Morphy, évidemment, ce n'était pas de rebouger la dame, mais il peut maintenir sa dame au centre tout en continuant son développement avec fou B5, qui permet de clouer le cavalier C6. Il ne peut donc pas manger la dame en D4. Et donc, Morphy garde 3 pièces de développé contre seulement une seule. Il garde donc l'initiative. Harrwitz a joué fou D7, il menace maintenant de prendre la dame en D4. Morphy a joué fou prend C6 pour garder sa dame au centre sans perdre de temps. Fou prend C6. Et donc maintenant, il a continué de se développer en gagnant du temps, en jouant fou G5, attaque dame, et le cavalier défend le fou. Alors ici, un coup comme cavalier F6 aurait été tout à fait raisonnable pour continuer de se développer tout en parant la menace sur la dame. Mais il a décidé de jouer un coup F6, ici un coup de pion pour attaquer le fou, et ça c'est déjà une grosse erreur qu'on va expliquer après le coup fou H4. Donc le pion F6, pourquoi est-ce un problème ici? Eh bien, la première raison, c'est que la case F6, c'est la case naturelle de sortie du cavalier. Donc maintenant qu'il y a le pion sur cette case, le cavalier ne peut plus se développer correctement et on va voir que ce cavalier va être un problème. Deuxièmement, le fou F8, qui était déjà assez passif, est encore plus enfermé derrière les pions. Là, le fou est complètement enterré vivant. Et le troisième problème, c'est l'affaiblissement des cases blanches. En mettant tous les pions sur les cases noires, eh bien, il y a des cases blanches qui restent faibles, forcément. Et donc, on va voir tout ça dans la suite de la partie. Harrwitz a donc joué cavalier H6, il a été obligé de placer son cavalier au bord de l'échiquier puisque la case F6 n'était pas disponible. Morphy a joué cavalier C3, dame D7, roc, fou E7, les deux joueurs se développent, et une fois qu'on a développé les pièces mineures, il faut maintenant développer les pièces lourdes. Les tours vont donc sur les colonnes centrales, là où il y a de l'espace pour jouer. Et donc Harrwitz a joué petit roc. Et à ce moment-là, on arrive à un moment important, on vient de terminer la phase d'ouverture puisque les pièces sont développées, il va maintenant falloir trouver un plan pour jouer la partie. Et pour trouver le plan, il va falloir établir ce qu'on appelle le bilan positionnel,
évaluer certains éléments de la position pour nous permettre de comprendre comment il faut jouer ici. Alors, dans le bilan positionnel, le facteur le plus important, premier facteur à prendre en compte, c'est la sécurité des rois. Est-ce qu'un roi est plus en sécurité que l'autre? En ayant étudié ce paramètre, ça va nous permettre déjà de savoir si le roi de mon adversaire est en danger, eh bien la priorité, ça va être de mener un plan pour attaquer son roi. Si c'est mon roi qui est en danger, eh bien la priorité, ça va être de renforcer mon roi peut-être en transférant des pièces devant ou en échangeant les dames. Si j'échange les dames et que mon adversaire n'a donc plus sa dame, il aura beaucoup plus de difficultés à attaquer mon roi. Et donc dans cette position, on peut dire que les deux rois sont plutôt tous les deux bien protégés par les pions de leur roc. Les deux rois sont relativement sûrs. Ensuite, les autres paramètres qui viennent sont la structure de pions et l'activité des pièces, le placement, le rapport entre les pièces. On va commencer par les pièces. Il va falloir essayer de savoir quelles sont les bonnes pièces des blancs et les mauvaises pièces des blancs pour savoir quelles sont les pièces dont on veut améliorer la position, quelles sont les pièces auxquelles on ne veut pas toucher, quelles sont les pièces dont on veut se débarrasser parce qu'elles seront mauvaises de toute façon. Pareil pour notre adversaire, on veut savoir quelles sont les pièces qu'on veut lui laisser et quelles sont les pièces qu'on veut lui échanger car ce sont des bonnes pièces. Alors on va commencer par les blancs ici. Toutes les pièces ont l'air plutôt bien placées, il y a juste la tour F1 qu'il faudra développer. Mais si on regarde d'un peu plus près, on peut voir ce cavalier F3 qui est certes centralisé mais qui n'est pas plus important que ça dans cette position. On voit que ces cases E5 et G5 sont contrôlées par les noirs. Donc peut-être que ce cavalier F3 pourrait être amélioré. Au niveau des pièces noires, on voit ce fou E7 qui est très mauvais, on en a parlé tout à l'heure. Ce cavalier H6 qui est au bord, qui est aussi une mauvaise pièce. Donc ça, ce sont des pièces qu'on veut laisser à notre adversaire. Maintenant, on va s'intéresser à la structure de pion. Sur la structure de pion, on peut dire que les blancs ont un avantage d'espace grâce au pion E4, au pion central. Et on peut dire que les noirs ont donc ce pion F6 dont on a parlé tout à l'heure, qui est un problème car il laisse un trou sur la case E6 notamment. Et donc ici, on voit qu'il y a un trou en E6, on voit qu'on a un cavalier en F3 qui est mal placé, qu'on pourrait essayer de replacer, et c'est ce qu'a cherché à faire Morphy. Il a cherché à placer son cavalier F3 vers la case E6, pour ça il va passer par D4. Morphy a donc joué Dame C4 échec, pour libérer la case D4 pour son cavalier, pour pouvoir aller s'installer sur la case E6. Morphy a donc joué, Arvid a joué tour F7. Et donc tour F7, c'est déjà aussi un coup un peu étrange, puisque on vient se mettre tout seul dans un clouage. Mon entraîneur, moi, me disait, je ne crois pas aux vertus de l'autoclouage. Parce que pour bouger cette tour plus tard, il faudra de toute façon rebouger le roi. Donc c'était peut-être pas une très bonne idée, il valait mieux bouger le roi tout de suite en H8. Morphy a donc joué cavalier D4, il suit son plan. Arvid a également vu que son cavalier H6 n'était pas bien placé, donc il a cherché à le replacer par cavalier H3, cavalier G4. H3 chasse le cavalier, cavalier E5 attaque la dame, et donc dame E2 simplement. Et dans cette position, les noirs ont réussi à replacer leur cavalier en E5, donc le cavalier est centralisé, il est sur une position dominante, et pour l'instant, les blancs n'ont plus accès à la case D4. Mais l'inconvénient des noirs, c'est que leur cavalier E5 n'est pas stable du tout. Sur un coup comme par exemple tour à F8 pour développer la dernière tour, les blancs ont un plan tout simple ici. On va chercher à détériorer la position des noirs et donc à chasser ce cavalier E5 qui est la meilleure pièce des noirs. Donc pour ça, F4, on attaque le cavalier E5. Admettons, cavalier G6 attaque le fou, fou G3, et sur un coup d'attente comme A6, je vais vous montrer comment on pourrait améliorer la position des blancs. Donc maintenant, on n'a toujours pas oublié le plan de jouer cavalier E6. Pour ça, il va falloir se gagner la case E6. Et on peut faire F5, regagner un temps sur le cavalier G6. Alors on rend certes la case E5 au noir, mais on a gagné la case E6 pour notre cavalier. Et donc dans cette position, il apparaît assez clairement que le cavalier E6 est bien plus fort que le cavalier E5. Le cavalier E6 est ancré beaucoup plus loin dans le camp noir, il crée déjà une menace sur la tour, et les blancs auront la possibilité, quand ils le veulent, d'aller échanger leur fou de case noire contre ce cavalier E5 qui est la meilleure pièce des noirs. Donc là, les blancs ont un très bon avantage. Dans la partie ici, ça explique que les noirs n'aient pas joué tour à F8 pour laisser les blancs faire F4 et F5 derrière pour gagner la case E6. Ils ont donc joué G5 pour s'assurer la case E5 pour leur cavalier en empêchant F4.
Mais G5, c'est une concession parce que pour s'assurer la case E5 pour leur cavalier, ils affaiblissent leur roi puisqu'ils avancent un pion du roc. Et donc, les noirs ont joué tour G7. Et maintenant que la position a changé, on n'a plus le plan F4, F5 pour gagner la case E6. Notre plan ne sera plus de gagner la case E6 pour le cavalier, mais plutôt d'aller attaquer le roi noir, car le roi noir vient de s'affaiblir. Morphy a donc commencé par jouer cavalier F5. C'est l'autre problème d'avoir joué G5, c'est que la case F5 est faible. Il n'y a plus de pion pour venir chasser le cavalier F5. Le cavalier attaque la tour. Les noirs ont donc joué tour G6. Et donc maintenant, comment faire pour affaiblir le roi noir ? Eh bien, si on veut affaiblir le roi noir, il faut échanger les pions devant le roi pour que les pièces puissent aller l'attaquer facilement. On peut le faire en plus en activant la tour F1 qui n'est toujours pas développée. Et donc Morphy a joué F4, attaque le cavalier et propose des échanges de pions. Il y a donc eu pion prend F4. Tour prend F4 pour développer la dernière tour. Le cavalier F5 défend le fou, donc la tour noire ne peut pas le manger. Maintenant que la colonne G vient de s'ouvrir, les noirs ont donc décidé de cacher leur roi en H8, c'est assez logique. L'autre idée, ça pourrait être de développer la dernière tour sur la case G8 pour essayer de contre-attaquer les blancs via cette colonne. Donc les blancs ont toujours le plan d'aller attaquer le roi noir qui est faible, donc pour ça il faut ramener des pièces en attaque. Donc tour H4, on place la tour face au roi. Et donc là il y a une idée. Sur le coup naturel tour à G8, ici les noirs sont déjà perdants. Le roi noir est trop faible, il y a une combinaison tactique pour gagner. Et donc la combinaison, c'est tour prend H7 échec. Donc échec, attaque le roi ne peut pas aller en G7. Les noirs sont donc obligés de manger la tour, et là les blancs viennent donc d'éliminer le dernier défenseur du roi noir. Et donc ça nous permet de ramener la dame sur échec. Le roi ne peut toujours pas aller sur la case G5. Les noirs sont donc obligés d'interposer la tour en H6. Et ici, les blancs peuvent faire dame prend H6, échec et mat. Donc dans la partie, après le coup de tour H4, les noirs n'ont pas joué tour à G8 à cause de la menace tour prend H7 échec. Ils ont joué fou F8, qui permet à la dame de défendre le pion H7 et donc de parer la menace des blancs. Et donc dans cette position, il va falloir maintenant continuer d'améliorer la position des blancs. Et pour ça, les blancs ont décidé d'échanger la meilleure pièce des noirs. La meilleure pièce des noirs, c'est ce cavalier E5. Les blancs ont donc joué fou prend E5. Les noirs ne peuvent pas reprendre du pion D à cause du clouage, puisqu'il y a la dame en D7. Les noirs ont donc joué F prend E5. Ensuite, il va falloir continuer d'améliorer la position des pièces. Maintenant, si on regarde bien, il y a la tour H4 qui est en attaque, le cavalier F5 qui est très bien placé. Il nous reste la dame E2 qui peut rapidement aller en attaque aussi. Il y a le cavalier C3 qui lui n'est pas encore en attaque, il faudrait améliorer sa position. Et la tour D1 qui tout à l'heure était venue sur la colonne centrale parce que c'était la meilleure case pour elle. Mais maintenant la position a un peu changé. C'est à l'aile roi que ça se passe et donc c'est la tour que les blancs ont cherché à ramener. Et donc les blancs ont joué tour F1 pour placer la tour sur la colonne ouverte. Les noirs ont joué dame E6. Et donc maintenant... c'est assez important, si on veut réussir à percer la défense des noirs, il va falloir évidemment ramener des pièces en attaque, c'est ce que les blancs ont fait, mais ça ne va pas suffire. Aux échecs, il y a le principe des deux faiblesses. Si j'attaque une faiblesse à un endroit, eh bien mon adversaire va défendre à cet endroit-là. Et si j'ouvre un deuxième front à un autre endroit de l'échiquier, eh bien ça risque d'étirer les défenses des noirs, et donc ça sera plus facile de faire craquer notre adversaire. C'est pour ça que Morphy a gardé son deuxième cavalier pour aller jouer à l'aile dame. Cavalier B5, attaque le pion C7. Et donc l'idée, ça va être aussi de pouvoir libérer les pions pour pouvoir peut-être ouvrir la position à l'aile dame. Alors, les noirs auraient pu défendre leur pion simplement en C7. Dans la partie, les noirs ont joué dame G8, ont sacrifié leur pion C7. Je vais vous montrer le plan si jamais les noirs avaient joué dame D7. Je vais vous montrer le plan si les noirs avaient joué dame D7 pour défendre le pion. Ici, les blancs auraient pu jouer simplement C4, défend le cavalier C3, et va permettre au cavalier, après un coup comme A6, pour chasser le cavalier, ça va permettre aux blancs de jouer cavalier C3, et donc de se replacer vers la case D5 pour tout simplement centraliser la dernière pièce. Donc dans la partie, les noirs ont vu qu'ils étaient très passifs, ils ont donc décidé de jouer dame G8 pour essayer de faire un peu de contre-jeu, de commencer à créer des menaces sur le pion G2. Pour l'instant, il n'y a rien parce qu'il est défendu par le roi et par la dame. Mais les noirs, en fait, ont voulu comme ça créer du contre-jeu. Sur un coup comme cavalier prend C7, qui n'a pas été le coup joué dans la partie, les noirs auraient pu activer leur tour par tour C8. Attaque le cavalier.
Le cavalier doit donc repartir par exemple en D5. Et les noirs peuvent ouvrir la position pour leur pièce par fou prend D5, pion prend D5 et dame prend D5. Et donc ça, c'est assez intéressant pour les noirs, car ils récupèrent leur pion de moins, et si on regarde leurs pièces maintenant, leurs trois pièces lourdes sont actives, leur dame est centralisée, et leurs deux tours sont sur des colonnes ouvertes. Ça explique pourquoi, après le coup dame G8, Morphy a très justement n'a pas pris le pion C7, mais il a d'abord consolidé sa position, il a joué tour F2 pour défendre le pion G2, et il a attendu avant de prendre le pion C7. Les noirs ont donc joué A6, chasse le cavalier. Les noirs ont donc joué cavalier prend C7 maintenant, attaque la tour, tour C8, regagne un tempo sur le cavalier C7, cavalier D5. Et donc ici, les deux cavaliers centraux dominent complètement l'échiquier, on contrôle toutes les cases avec ces cavaliers, toutes les cases importantes, et donc dans cette position, les noirs ont décidé de jouer fou prend D5 pour éliminer ce cavalier, E prend D5, et donc tour C7 pour défendre la 7ème rangée. Alors, les noirs ne peuvent pas dans cette position jouer dame prend D5 pour récupérer leur pion. Pour la même raison que tout à l'heure, leur pion H7, leur roi est trop faible, leur pion H7 est trop faible. Et donc ici, les blancs auraient la combinaison tactique tour prend H7 échec. Encore une fois, élimine le défenseur du roi. Roi prend H7. Dame H5 échec. Alors ici, si on joue un coup de roi comme roi G8, il y aurait dame prend G8, la tour ne serait plus défendue. Donc les noirs doivent jouer plutôt fou H6. Et donc dans cette position, les blancs ont cavalier E7 fourchette. Ça attaque la tour G8, la tour C8 et la dame D5. Admettons dame E6 pour sauver la dame et défendre la tour G8. Ici, les blancs peuvent commencer à récupérer un peu de matériel avec cavalier prend G6. Dame prend G6 n'est pas possible. Alors pour l'instant, les noirs ont un fou d'avance contre un pion. Mais après tour F7 échec, la dame défend la tour par rayon X. Les noirs ne peuvent donc pas prendre la dame à cause de dame prend F7. Les noirs seraient obligés de jouer un coup de roi pour sauver leur roi. La dame G6 n'est donc plus défendue. Les blancs peuvent jouer donc dame prend G6 échec, et qui va faire mat après fou G7 et dame prend G7 mat. Donc après dame E6 pour défendre la tour G6, cavalier prend G6. Les blancs ont déjà un pion d'avance et l'attaque. On menace, par exemple après roi G7, de jouer cavalier H4 pour replacer le cavalier en F5 en attaque. On a déjà un pion d'avance et le roi noir est très faible. Donc ça explique pourquoi dans cette partie, les noirs dans cette position n'ont pas joué dame prend D5, mais ont joué plutôt tour C7 pour défendre leur pion H7 via la 7ème rangée et menaçant maintenant de prendre le pion en D5. Et donc comme tout à l'heure, dans cette position, les blancs ont concentré leur force à l'aile roi pour créer des menaces. Donc on voit les deux tours, le cavalier et la dame, qui peuvent créer des menaces de sacrifice en H7, mais pour l'instant ça ne suffit pas. Il faut donc jouer sur l'autre aile pour ouvrir un deuxième front, et donc Morphy a joué C4. Maintenant on a en plus un pion d'avance, et donc on va jouer C4, B4, C5, pour essayer d'avancer les pions. Jouer là où on a un pion d'avance pour se créer un pion passé, pour qu'un pion puisse avancer et menacer de faire une dame. Les noirs ont donc joué fou E7, attaque la tour H4, tour H5, et ici, dame E8 a été joué, et donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les blancs ont continué tout simplement par C5, pour aller tout simplement ouvrir la position à l'aile dame. Alors sur C5, les noirs ont trois façons de réagir, soit ils prennent avec le pion, soit ils prennent avec la tour, c'est le coup joué dans la partie, soit ils ne prennent pas, ils jouent un coup d'attente. Déjà, sur pion prend C5, il y a le pion E5 qui n'est maintenant plus défendu, donc on pourrait faire dame prend E5, échec, et qui gagne la tour C7, donc double attaque. Donc déjà, pion prend C5, c'est pas possible. Sur un coup d'attente comme tour D7, maintenant que la tour est venue sur cette case D7, eh bien ça va nous donner des possibilités tactiques encore une fois. On a le thématique tour prend H7, échec. Donc roi prend H7. Dame H5, on ramène la dame sur échec. Le roi est ici obligé d'aller en G8 puisqu'on contrôle deux fois la case H6, donc roi G8 forcé. Cavalier H6, échec, encore. Donc on ne lâche pas les noirs. Ici, deux grandes possibilités, soit roi H7, soit roi G7. Alors, sur roi H8 ou sur roi H7, on va faire la même chose dans tous les cas, on va faire tour F7. On utilise notre cavalier H6 pour défendre la tour.
Maintenant, la tour G6 n'est plus défendue, et on menace en plus une attaque à la découverte avec cavalier F5 qui ferait échec et qui permettrait à la dame de rentrer en F7 pour faire mat. Donc admettons n'importe quel coup comme A5, cavalier F5 échec, roi G8 et dame H7 mat. Donc sur cavalier H6 échec, le coup le plus consistant c'est roi G7, mais on peut quand même faire ici tour F7 échec pour utiliser le cavalier pour rentrer de la tour. Donc le roi ne peut pas rester au contact de la tour, donc on menacerait de faire dame prend G6 échec si le roi bouge. Mais les noirs pourraient se dire qu'ils peuvent sacrifier la dame en F7 pour essayer de récupérer plein de pièces blanches contre la dame. Donc dame prend F7, cavalier prend F7, roi prend F7. Et donc à première vue, ça va pour les noirs puisqu'il y a 2 tours et fou contre dame et 2 pions. Mais toute l'idée de ce sacrifice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a attendu que la tour aille en D7 pour faire ce sacrifice, car en fin de variante, on a dame F5 échec, qui attaque le roi, attaque la tour D7 et attaque la tour G6. Le roi ne peut pas donc défendre les 2 tours à la fois et se protéger. Et donc sur roi E8, on pourrait jouer dame prend G6 échec. Et donc là, c'est pas la même, puisqu'on a dame et 2 pions contre tour et fou. Et donc le roi, en plus, est très faible. Donc là, les blancs seraient gagnants. Et donc après C5, les noirs ont joué tour prend C5, mais encore une fois, la tour quitte la défense de la 7ème rangée, et donc ça laisse les blancs jouer le coup tour prend H7 échec, encore une fois ce sacrifice, roi prend H7, dame H5 échec, donc là le roi n'a que la case G8, cette fois-ci on peut jouer cavalier prend E7 échec, et la dame est en surcharge, elle ne peut pas à la fois défendre la tour et prendre le cavalier ici, la dame est surchargée, donc sur dame prend E7 c'est pas le coup de la partie, on peut simplement jouer dame prend G6 échec, et donc là, on a déjà un pion d'avance et le roi noir est extrêmement faible. Et donc après, cavalier prend E7 échec. Les noirs ont joué roi G7. Mais donc roi G7, les blancs sont revenus avec leur cavalier en F5 pour faire échec. Roi G8. Et cavalier prend D6, attaque la dame. Contrôle la case F7. Donc la dame doit rester à la défense de la tour G6 car la tour est en prise. Et ici, c'est pas possible. On contrôle toutes les cases où la dame pourrait aller pour défendre la tour G6. Et donc on a déjà on a déjà 2 pions pour la qualité, et en plus, comme on attaque la dame qui ne peut pas défendre la tour G6, on va gagner la tour G6. Les blancs ont donc déjà abandonné, les noirs ont donc abandonné dans cette position. Et donc voilà pour cette partie. Et bien si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je vais essayer de publier des vidéos assez régulièrement, notamment pour analyser des parties classiques, ce qui va nous permettre de développer notre culture échiquéenne. À bientôt.